L'invité de ce Smart Impact, c'est Ozana Arlovski. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de Collector Square. L'entreprise, elle a été créée il y a une douzaine d'années, mais elle s'est lancée pour de bon il y a 10 ans. Vous fêtez votre première décennie. Comment est née l'idée ? Alors, l'idée est née surtout par le constat du succès du luxe de ces 30, 40 dernières années, qui nous a justement laissé imaginer un potentiel à la seconde vie de ces objets-là. Et l'idée est aussi née à un moment où on voyait l'émergence de différents canaux, et notamment des modèles de plateformes, de places de marché sur le digital. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée de développer un modèle spécifique et complètement différent justement de ces plateformes-là pour se spécialiser sur le segment le plus haut de gamme. Oui, parce qu'il y avait des modèles plutôt dans, on va dire, vêtements par exemple. Il y avait déjà des plateformes de seconde main pour les vêtements, ou alors vous êtes parti de rien d'une certaine façon ? Il y avait depuis assez longtemps des modèles traditionnels, dépôt-vente et vente aux enchères, mais qui restaient petits sur ce segment-là en tout cas. Et en effet, il y avait l'émergence sur le digital de plateformes, places de marché, mais qui étaient surtout faites pour le prêt-à-porter, les souliers, justement des catégories de produits complètement différentes. Et nous, on était convaincus que pour des objets de plus grande valeur, des objets plus haut de gamme, nous on vend des montres, des sacs, des bijoux pour ce type d'objets-là, donc qui ont des valeurs plus importantes, on a un prix moyen de plus de 5 000 €. Il fallait un modèle complètement différent, avec un tiers de confiance qui s'engage, qui apporte des garanties, de l'expertise, la fixation du prix, etc. Oui, alors justement, on va rentrer dans le détail de ce modèle. Comment fonctionne le site, la plateforme ? Alors, on a une activité principalement digitale, mais aussi une existence physique à travers un showroom, une présence au sein du bon marché, au sein d'autres canaux complémentaires. Donc, dans tous les cas, les vendeurs nous sollicitent pour les objets qu'ils veulent vendre. Soit on achète immédiatement et on revend, soit on prend en dépôt. Mais dans tous les cas, ce sont nos équipes qui fixent le prix, qui expertisent, qui décrivent, qui mettent en ligne, etc. Donc, disons, tout le service est effectué par nos équipes. Donc ensuite, l'objet est disponible à la vente en ligne et les acheteurs peuvent cliquer, achètent un objet avec des garanties, les montres garantie 12 mois, la capacité de faire des retours, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter du service aux vendeurs et aux acheteurs pour vendre des objets de seconde main sur leur segment le plus haut de gamme. Et donc de l'expertise, quelle part ça prend dans votre activité ? Est-ce que c'est le cœur de votre activité d'une certaine façon ? Alors nous, c'est le cœur de nos ressources, puisque un tiers de nos équipes sont vraiment dédiées à cette partie d'expertise, de rachat, de description, de mise en ligne, de traitement des produits. C'est parfois un défi compliqué d'expertiser une pièce ? Alors, c'est un défi que nous, on traite beaucoup dans l'humain et qui demande des ressources. Après, finalement, c'est pas l'enjeu le plus important. Pour nous, l'enjeu majeur, c'est vraiment de capter la marchandise, de développer notre catalogue. Aujourd'hui, on a un catalogue de 15 000 objets, mais c'est vraiment l'enjeu pour nous d'élargir et d'enrichir ce catalogue. Qu'est-ce qui se vend le plus sur Collector Square ? Alors nous, montres, sacs, bijoux, on a une activité très équilibrée. On a lancé Art et Collection, qui est pour l'instant beaucoup plus petit. Parmi les sacs, c'est vraiment les modèles iconiques, Hermès Kelly, Hermès Birkin, Chanel Timeless. Les montres, ça va être des marques comme Rolex, Cartier, Patek Philippe, Audemars Piguet. Bijoux, Cartier, les maisons de la place Vendôme, Van Cleef. Quoique l'univers de la joaillerie est un peu plus large et la demande est un petit peu moins concentrée sur les iconiques. Ouais. Est-ce que vous, d'une certaine façon, vous concurrencez les maisons de vente aux enchères ? Alors, sur un petit... On va dire qu'il y a un frottement. Après, les maisons de vente aux enchères, le plus souvent, et c'était aussi un peu ça l'idée, interviennent sur des départements différents et sur des objets uniques. Donc, vraiment, beaucoup d'œuvres d'art, des voitures, du design, etc. Après, elle couvre aussi les univers de la joaillerie, de l'horlogerie et même parfois de la maroquinerie. Donc, il y a un petit frottement possible. Nous, on était convaincus que le modèle des ventes aux enchères faisait vraiment sens
sur des objets uniques, encore une fois. Et je pense aussi que c'est un canal complètement différent, que les ventes aux enchères sont finalement peu connues et pas toujours accessibles. Nous, l'idée, c'est d'avoir un modèle beaucoup plus accessible et qui adresse une clientèle beaucoup plus large. Oui, alors justement, on va parler de cette clientèle la plus large possible. Vous dites le prix moyen, c'est 5 000 €, c'est ça? Oui. Ça peut monter jusqu'à combien? Alors, on a l'objet le plus incroyable qu'on ait vendu, c'était il n'y a pas longtemps. C'était vraiment un collector, une pièce très très rare. C'était un sac Hermès, un Kelly Silver, 15 cm, donc tout petit, entièrement en argent, qu'on a vendu 210 000 €. Donc vraiment une pièce de collection, une pièce très exceptionnelle qui a été, on estime que la production a été à une centaine d'exemplaires dans les années 90. Donc voilà, vraiment une pièce très rare. C'est pas le plus gros de ce qu'on vend, évidemment. Oui, parce que le plus gros, c'est vraiment des iconiques, des grandes maisons que les clients identifient facilement et qui sont ces modèles intemporels qui ont des cycles de vie très longs. Cette vente, elle est intervenue pendant que vous faisiez, je crois, une opération à l'occasion d'un événement Hermès. Vous vous êtes greffé sur l'événement, c'est ça? En effet, on présentait une sélection d'objets Hermès, donc de maroquinerie, mais aussi d'horlogerie, de joaillerie. Donc, la maison Hermès est une maison qui a un vrai savoir-faire et des objets souvent avec un cycle de vie qui font qu'ils ont un cycle de vie très long. Donc chez nous, pour notre clientèle, c'est vraiment des objets qui sont très demandés. Donc c'est vrai qu'on avait une sélection, une vente thématique comme on en organise régulièrement pour justement animer un peu notre catalogue. Je vous disais qu'on a un catalogue qu'on essaye très large. Et c'est vrai qu'on organise régulièrement des ventes thématiques pour animer un petit peu notre offre et apporter des regards un peu transversaux. Ces maisons de luxe, est-ce qu'elles se mettent aussi à la seconde main, sans passer par vous, de leur côté? Alors, il y en a certaines qui ont testé, qui font des choses, qui ont des initiatives. Il y en a d'autres qui observent, qui réfléchissent, je pense. Aujourd'hui, il y a des choses qui existent. Après, il n'y a rien vraiment de massif sur le marché. Nous, on fait vraiment au quotidien ce métier d'intermédiaire qui est un métier qui est quand même très différent du métier d'une maison qui produit, qui fabrique, qui promeut. Et alors justement, qui sont vos clients? Je ne sais pas s'il y a un profil type du client ou de la cliente de Collector Square. Alors, on a une clientèle qui est très large, comme on a des motivations, des raisons qui amènent à nous, qui sont très larges. Il y a des clients qui viennent à nous pour la décote par rapport au prix du neuf, puisque la plus grande partie de ce qu'on vend présente une décote entre 30 et 50% par rapport au prix du neuf. Il y a des clients qui viennent chercher une pièce rare. Il y a des clients qui viennent pour le principe même de la seconde main avec une optique de consommation raisonnable qui s'inscrit dans la circularité et vraiment animé par cette démarche justement responsable. Donc clientèle très large, quand même clientèle souvent très connaisseuse et qui vient quand même chercher un objet un peu différent justement des objets qu'on va trouver aujourd'hui en retail, très promu, etc. Donc une clientèle souvent connaisseuse, collectionneuse, mais qui a le souci d'acheter et d'avoir des objets qu'elle aime, qu'elle consomme, et qui ensuite va les revendre pour pas accumuler. Alors le textile, la mode, la haute couture, c'est peut-être pas le cœur de votre Alors nous, on ne vend pas du tout de textile, pas de prêt-à-porter, pas de souliers. Et c'est vrai que ça, c'était un choix dès le départ. C'était un choix pour se concentrer vraiment sur des objets qui ont un cycle de vie long, qui sont vraiment durables, qui peuvent avoir plusieurs vies. L'idée, c'était vraiment justement de s'inscrire dans le fait de vendre des objets pour des clients qui vont acheter moins mais mieux. C'est un peu galvaudé, mais enfin, c'est quand même cette idée de se dire, on va acheter un objet qui est une pièce d'investissement, en fait, qu'on va pouvoir revendre, etc., qui n'est pas tellement sujet à l'usure, qui n'a pas de problématique de taille, même pas tellement de mode, parce qu'on voit qu'il y a des tendances, et d'ailleurs souvent elles sont cycliques, mais c'est pas éphémère comme peut l'être le prêt-à-porter ou d'autres catégories de produits. Et du coup, ces objets
sont particulièrement adaptés à la seconde main. Merci beaucoup, Ozana Orlowski, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre débat, une grande enquête internationale sur les enjeux de durabilité.